Et bah, quelle année! Salut tout le monde, et ben je me suis rendu compte que j'avais juste complètement zappé de faire mon petit top flop fin 2024. Bon, avec l'année compliquée, ça s'explique un petit peu, mais bon, je me suis dit, quand même le faire. Tout le monde l'a fait, pourquoi je ne le ferai pas? Et d'ailleurs, on va en profiter d'abord pour faire un petit bilan de cette année 2024, parce qu'il s'est quand même passé énormément de choses, hein, on va pas se cacher. Déjà, c'est la première année complète avec l'arrivée dans l'équipe de Clément et de Thomas, qui ont respectivement écrit la majorité des épisodes de la chaîne cette année, quoi, où j'ai un peu participé sur certains trucs, mais le plus gros, c'est vraiment eux qui l'ont fait. Et c'était très très cool, je les en remercie fortement. Non, sérieux, ça m'a vachement aidé, surtout à la fin de cette année, avec ce qui s'est un peu passé, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, même si je pense que la majorité vous l'êtes, en octobre, j'ai juste fait un petit infarctus. Donc du coup, grosse fatigue, hôpital, voilà, pose de stent, voilà. Rééducation cardiaque que j'ai terminé la semaine dernière et tout va bien, mon cœur va bien, pas de problème, on peut réattaquer cette année 2025 dans de meilleures conditions, on va dire. Donc évidemment, il y avait plein de projets, il y avait plein de choses, il y a ça aurait dû être fin 2024, ça aurait dû être aussi le retour de Jamais sans mon nanar. Avec les épisodes 7 et 8. Et oui, forcément, mais en octobre, en ayant fait cet infarctus, ça a complètement flingué le programme et le timing de tout ce qui devait être fait. Il y a 2 ou 3 nouveaux formats qui doivent arriver aussi, dont un, il y a déjà 6 mois d'épisodes d'écrits. J'ai pas pu tourner tout ça, donc c'est des choses qui vont être faites là, maintenant, dans les mois qui viennent, qui vont être tournées là très prochainement pour sortir là dans les, j'espère, semaines qui viennent et déjà pour quelques mois déjà, parce que comme je vous dis, j'ai un des formats, on a à raison de 2 épisodes par mois, on a 6 mois d'épisodes déjà, donc ça c'est vraiment quelque chose de cool. Maintenant voilà, il faut juste que je mette tout ça en place. On a Céline qui s'occupe du montage de certains formats aussi, dont là sur tous les niveaux, qui lui a été très occupé aussi fin d'année, va pouvoir reprendre là, donc ça tombe finalement bien parce que ces nouveaux formats vont être tournés là. Je vais essayer d'en tourner le maximum d'un coup, de lui envoyer, et lui il les monte au fur et à mesure et on pourra vous les sortir vraiment tranquillement. Et puis bien sûr on va continuer les formats, en plus les formats qui vous plaisent, que ce soit les films oubliables ou les films pas oubliables. On va continuer les sorties du culte aussi, il y a plein de choses de prévues. On va essayer aussi d'avoir, comme l'année dernière, comme le début de l'année dernière, une foulée de copains qui vont venir tourner aussi dans les vidéos, histoire surtout pour tout ce qui est film oubliable, où on va pouvoir s'amuser comme on le faisait, à faire un maximum de conneries, parce que du coup ça manque vachement, nous ça nous manque vachement de les tourner, toutes ces conneries-là. Donc on va vraiment se réatteler à ça, et en espérant que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de nouvelles couilles cette année, quoi. Bon, il est temps de passer au top flop de cette année 2024. Alors déjà, je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas vu tant de films que ça cette année. J'ai vachement plus regardé de séries, même de vieilles séries en fait, que j'ai eu envie de me refaire juste pour le fun. Et du coup, c'était... Alors, déjà, il y a des films que vous ne verrez pas dans ce top-là, et vous les verrez pas juste parce que je les ai pas vus, parce que pour certains, c'est clair qu'ils y auraient figuré. Hein. Des films comme Juré numéro 2, des films comme Conclave, Mégalopolis, que j'ai pas vu non plus. Voilà, ce genre de titre-là. Emilia Pérez, le gros phénomène du moment, je l'ai pas vu non plus. Donc, ces quelques films-là, je vais les rattraper. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos plus tard, comme d'hab, sur des sources de rattrapage pour vous parler des films que j'ai pas eu le temps de voir fin 2024. Et c'est parti pour le
top 2024. Ouais, on va commencer par le top, on fera le flop après. Le numéro 10, Beetlejuice, Beetlejuice. Donc oui, ce nouveau film de Tim Burton, suite emblématique de ce film Beetlejuice qui est complètement de ma génération, un film que j'ai adoré, un film qui représente toute la folie de Tim Burton en termes de créativité. Et pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé ce Beetlejuice. Je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Tim Burton se lâcher autant, justement, en termes de créativité dans un film. De retrouver toute cette folie, on sent vraiment que, voilà, il s'est relancé sur Beetlejuice, il a réouvert les vannes à fond, et c'est parti, quoi. On a retrouvé ces décors, cette folie de décors, cette folie de personnages. Ça fait super plaisir de revoir des personnages comme celui du Winona Ryder qui fait son grand retour. Et pour le coup, de ne pas revoir Jeffrey Jones dans le rôle de Charles Dietz, du coup, de ne pas le voir, j'ai trouvé l'idée qu'ils ont eue pour justement quand même mettre le personnage dans le film sans mettre la tête de l'acteur était juste trop forte. Oui, et pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur Jones a été accusé de choses graves. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a été complètement refoulé du casting de Beetlejuice. Mais voilà, cette petite idée qu'ils ont trouvée justement pour faire apparaître le personnage dans le film sans faire l'acteur, je trouvais ça vraiment trop fort. Je suis me suis pas du tout renseigné, ça se trouve ça a été dit, hein, vous allez peut-être pouvoir me le confirmer dans les commentaires si c'est le cas, mais ça sent un troisième volet, non ? Et même juste par rapport au titre, parce qu'on a eu Beetlejuice, il manque le troisième. Il manque le Beetlejuice. Donc je suppose que ça, en même temps ça laisse un peu une porte ouverte. Et personnellement, j'espère vraiment qu'ils vont faire ça. Allez, on passe à la suite. Le numéro 9 est Iron Claw. Une production A24. Cette boîte de prod est vraiment à suivre de très près. J'adore tout ce qui sort, c'est vraiment un truc de dingue, cette société de production. J'espère vraiment qu'ils vont continuer sur cette lancée. Et pour le coup, Iron Claw, ça nous racontait donc l'histoire vraie de cette famille de catcheurs à qui il est arrivé une histoire complètement démentielle. Je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais je vous conseille vraiment de voir ce film avec un Zac Efron méconnaissable et attachant au possible. Mais tant que tout ce qui se passe, tout ce qui lui arrive à ce personnage dans ce film, et donc du coup dans cette histoire vraie, qui est vraiment complètement folle. Franchement, c'est une histoire de dingue, l'histoire qu'a eu cette famille. Donc vraiment, c'est un film que je vous conseille fortement si vous ne l'avez pas vu. Moi, je l'ai vraiment kiffé. En numéro 8, Sans un bruit, jour 1. Préquel à la saga Sans un bruit, que j'adore, que je trouve vraiment très bonne. Et là, c'était effectivement intéressant de nous montrer le début de cette histoire, comment tout a commencé. On y retrouvera donc Lupita Nyong'o, si je prononce bien, j'espère. Absolument exceptionnelle comme elle l'était dans Us déjà, Us que j'avais vraiment surkiffé. Et elle nous revient là avec un rôle magistral d'une femme aux portes de la mort. On y retrouvera aussi Jimon Hounsou, qui est aussi excellent dans ce film-là. Je trouve que le duo marche très bien, ils sont extrêmement touchants. Et du coup, c'est un film que je vous conseille fortement. Qu'est-ce qui c'est mince, faut que j'arrête de dire ce genre de truc, moi. En numéro 7, Maxine, le troisième et dernier volet de la saga de Ty West avec X et Pearl. Que dire, Mia Goth exceptionnelle, comme dans les deux autres films. Alors, j'ai une petite préférence en termes d'acting et de personnage dans Pearl, que je trouve vraiment complètement ouf. Mais que ce soit dans X ou dans Maxine, elle est incroyable. Elle a une façon de délivrer ses émotions. C'est absolument gigantesque ce qu'elle fait. Et je trouve cette trilogie vraiment excellente. Évident que Mia Goth va cartonner dans les années à venir. Et moi, je suis persuadé qu'elle va rentrer dans le top des plus grands acteurs mondiaux. Parce que je trouve qu'elle a un niveau d'acting absolument exceptionnel. Et du coup, hâte de voir les prochaines productions de Ty West. En numéro 6, Terrifier 3. Troisième volet de la saga Terrifier. Que dire de plus, tellement ce film a fait du bruit cette année avec son interdiction au moins de 18 ans. Alors du coup, le film, c'est pas compliqué, je suis sorti de l'hôpital après donc une semaine et quelques d'hôpital, et de pas avoir quasiment plus bougé de mon lit, parce que voilà, il fallait bouger le moins possible. Quand je suis sorti de l'hôpital, le film sortait en salle 2 jours plus tard, et j'ai dit à Ticuine, et tu sais quoi, j'en ai rien à faire. On va aller au cinéma, je veux aller voir ce film, parce que là, il faut plus que je me change les idées, on va aller voir Terrifier 3. Et quelle excellente surprise. Forcément, hein, le budget par rapport aux 2 premiers, il a été quintuplé. On sent qu'il a vraiment
pu plus travailler ses cadres, ses personnages, son histoire, la colo, on sent que tout est beaucoup plus maîtrisé. Et forcément, oui, quand tu commences à avoir un certain budget, et puis qu'en plus tu t'es fait la main avec des petits budgets sur les films d'avant, il s'est baladé royal. Du coup, le film nous ouvre une porte sur un quatrième, évident, qui a de toute façon été annoncé. Le jour de la première aux États-Unis, Terrifier 3, à la fin de la séance, Damien Leone a annoncé que le 4 était déjà signé, qu'il était en pré-production. Donc évidemment qu'il va y avoir un 4. Du splatter movie de très haute qualité. Il y a 2-3 scènes que je trouve un peu plus malsaines que dans le 2, mais j'ai trouvé majoritairement le 2 un peu plus malsain. Maintenant, il faudrait peut-être que je me les remate tous, c'est ce que je vais bientôt pouvoir faire, parce que j'ai précommandé chez EC la trilogie en tirage limité à 1000 exemplaires. Donc ça va être le moment de se refaire les 3 un derrière l'autre, je crois que c'est le mois prochain que ça sort. On va pouvoir se refaire ça, mais alors quel régal! Quel régal, ce personnage est absolument incroyable et clairement rentré dans la cour des grands et maintenant est à mettre au même niveau qu'un Michael Myers, un Freddy Krueger ou un Jason Voorhees. En numéro 5, When Evil Lurks. Alors là, c'est une des plus grosses surprises de l'année. Vraiment, ce film-là, je ne l'ai pas du tout vu arriver. Donc c'est un film argentin qui nous remet à neuf, je trouve, parce que c'est clairement ça, les films d'exorcisme en fait. Cette façon de jouer avec certains plans séquences et certaines surprises d'images et toute une imagerie dans laquelle on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans des films d'exorcisme en fait. Même le principe de l'exorcisme, ce principe tout le déroulement, la façon dont ça se passe, on n'avait clairement pas vu ça et je trouve le film extrêmement angoissant. En même temps, c'est l'ambiance. L'ambiance posée est absolument exceptionnelle. On est vraiment mal avec les gens, on nous lâche pas une seconde, on sait pas du tout qui pourrait toucher. Et franchement, c'est une super méga surprise ce film cette année. En numéro 4, The Zone of Interest. Alors là aussi, je sais que c'est un petit peu de la triche parce que c'est un film qui est sorti fin 2023 mondialement, mais qui est sorti qu'en France 31 janvier 2024, il me semble. Donc c'est un film de 2024 pour la France. Et je crois pas que j'en avais parlé l'année dernière, donc je me suis dit qu'il fallait que je le place là, parce que c'est pareil, quoi. C'était incroyable, quelle claque, quelle ambiance, quel sens du cadrage, d'avoir tout ce film en plan fixe. D'ailleurs, en question de plan fixe, on va en reparler bientôt. Toute cette construction d'imagerie en plan fixe avec ce principe où vraiment toutes les caméras étaient posées partout et ce qui fait que quand il passait d'une pièce à l'autre, tout était tourné, ça nous garde ce côté hyper naturel dans le jeu des acteurs déjà. Ça c'était incroyable et c'est cette histoire, quoi, cette façon de nous montrer cette vie ordinaire en fait qui est juste à côté d'un camp, quoi. On entend ce qui se passe à côté et on les voit vivre leur petite vie normale. C'est extrêmement dérangeant. Ce plan fixe nous pose aussi en position de voyeur et c'était une méga grosse claque, quoi. Attention, ça y est, on arrive dans le top 3 de mes films préférés de l'année. Alors, en numéro 3, The Substance. Oui, évidemment. Comment ne pas parler de The Substance cette année? C'était juste démentiel. On a un retour de Demi Moore au summum de sa féminité et de son jeu d'actrice. Et je crois qu'elle a jamais eu ce genre de rôle. Enfin, alors, pour le coup, quand on dit un acteur qui se met à nu dans un rôle, ouais, là, voilà, au premier et au deuxième degré, hein, ok. Mais pour le coup, ouais, je trouve que voilà, se livrer comme ça à son âge, c'est beau, c'est super beau, ce qu'elle a fait là, ce qu'elle a tenté là. En plus, elle a reçu un Oscar du meilleur second rôle, donc du coup, non pas un Oscar, pardon, un Golden Globe du meilleur second rôle, largement mérité. Première récompense de sa carrière, parce qu'elle aurait quand même vraiment mérité avant déjà, mais juste incroyable ce film, l'imagerie est magnifique, la colorimétrie ultra pétante de couleurs saturées. Alors moi c'est quelque chose que j'adore en plus. Ce qui m'a vachement fait délirer dans ce film-là aussi, c'est le fait que il était tourné en France. À l'imagerie, c'est dur de se dire que ça a été filmé en France. Et franchement, c'est ouf. Et c'est surtout porteur d'espoir, parce que quand on parle de cinéma américain ou de cinéma français et qu'on compare en général les deux, là on se rend compte qu'on est même capable de tourner en France des films qui ressemblent à des films américains. Donc c'est extrêmement encourageant en plus. Alors juste le côté ultra subversif qui a été vachement mis en avant, soit par les gens qui l'ont vu, par les médias et tout ça. Alors j'ai pas trouvé que c'était aussi sale, je parle avec des guillemets, que ce qu'on a pu en dire. Même la scène finale, pas si sale que ça, en fait. C'est peut-être parce que j'ai vu pire. Mais quoi qu'il en soit, c'est une dinguerie totale, The Substance. En numéro 2, Le Comte de Monte Cristo. Évidemment, bah oui,
Autre banger de l'année, un Pierre Ninet au top de sa forme. De toute façon, pour moi, Pierre Ninet est un des... va là, en plus maintenant confirmé avec le succès de ce film-là, mais va être un des acteurs phares de la scène française de ces prochaines années. C'est obligé, c'est un acteur absolument incroyable, une variété de jeux exceptionnelle. Et là, maintenant, il a joué beaucoup de rôles différents dans beaucoup de types de films différents. On se rend compte de la palette de jeux d'acteurs qu'il possède, et c'est extrêmement prometteur pour la suite, je trouve. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Monte Cristo, c'était de la balle. Voilà. Et en numéro 1, Longlegs. Alors là, c'est clairement ma claque de l'année. Longlegs, c'est clairement ma grosse baffe dans la tronche de cette année 2024. On parlait tout à l'heure de plan fixe. Voilà, 98% du film tourné en plan fixe, avec une imagerie absolument magnifique et léchée au millimètre près. Chaque plan est vraiment millimétré, dessiné, c'est magnifique. La photographie est absolument magnifique. Il y a des effets de lumière qui sont complètement fous. Il y a même sur certains plans, quand je vois un moment certains plans où on voit la maison de dehors où elle vit et qu'on fait c'est joli, puis tout d'un coup elle allume la lumière extérieure de la maison pour pouvoir sortir, et là je fais wow là là, la mise en place de la lumière incroyable. Il y a des gens qui ont reproché alors deux choses qui ont été reprochées au film, mais que moi non, j'ai trouvé ça très très bon. Déjà, c'est le surjeu de Nicolas Cage. Ouais, mais moi je vois pas à quel moment c'est gênant ou problématique. Ce genre de jeu, c'est quelque chose qu'on a déjà vu faire, ce genre de surjeu complètement taré. Et je l'ai trouvé absolument excellent, génialissime dans ce personnage d'espèce de vieux pervers complètement cinglé. C'est juste exceptionnel, quoi. Et le deuxième reproche qui a été fait à ce film, c'est sa fin. Voilà, je vais pas vous la spoiler non plus. Mais moi, je la trouve cool, cette fin. Pourquoi cette fin-là, elle serait pas bonne? Là, va falloir me l'expliquer, quand même. Oui, on est parti dans un certain type de film. Et alors, il est où le problème? Ça n'en fait pas moins une bonne fin, je trouve. Donc voilà, Longlegs, mon plus gros banger de l'année 2024. Il y a d'autres films que j'ai vus cette année, que j'ai bien aimé, que j'ai pas forcément mis dans ce top, mais dont je vais vous parler très vite fait aussi. Donc on a le dernier film de Shyamalan, Trap, que perso j'ai trouvé vraiment sympa. Alors oui, après en termes de cohérence dans le film, si on commence à chercher au millimètre, oui, il y a beaucoup d'incohérences dans le film, mais je pense qu'à un moment, quand tu choisis ce type d'histoire en huis clos, bah en fait, si t'as pas d'incohérence, je pense même que tu peux pas faire le film, en fait. C'est pas possible de le faire, ce film-là, sans qu'il y ait un minimum d'incohérence. Donc moi, je lui les excuse totalement, parce que la mise en scène est très bonne, parce que Josh Hartnett est excellent, et que je me suis juste mis dans le film, je l'ai suivi et j'ai kiffé, quoi. Alien Romulus. Mais oui, bon épisode Alien, bon épisode qui a, même je l'ai vu sur certaines autres critiques, réconcilier les fans avec la franchise. On a une histoire cool, des personnages, alors oui certes c'est une histoire relativement simple, mais en même temps, bon déjà ça se passe 3 semaines après le premier, l'histoire du premier était assez simple aussi, mais on a des personnages relativement charismatiques, je trouve, mais cette génération plus jeune, mais je la trouve quand même vraiment cool, et c'est une bonne intrigue, il y a des bons plans, une bonne ambiance. Moi je trouvais ce film vraiment cool. The Fall Guy, l'adaptation de la série L'homme qui tombe à pic, donc c'est alors je veux dire vraiment de mon enfance, de ma très petite enfance, j'ai plutôt vu ado parce que c'est une série qui était comme plutôt de la génération d'avant que de la mienne. C'est bon, je suis assez vieux comme ça. Et ben j'ai adoré ce duo, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Ryan Gosling est à mourir de rire dans ce film, et les scènes d'action sont trop cool. On a des vraies cascades à l'ancienne. Ça c'est voilà, de toute façon ce film est un pur hommage et une pure reconnaissance du milieu de la cascade qui est jamais mis en avant, parce que finalement on en voit juste le résultat dans le film sans se poser la question du réel danger dans lequel se mettent tous ces cascadeurs, à part quand sur certains tournages il y a des morts, du coup là on en parle, mais c'est vrai que en général on les met pas à l'honneur, et on devrait vraiment, parce qu'ils font un taf de dingue, ils mettent leur vie en jeu pour nous donner des images magnifiques, et justement ce film-là est une déclaration d'amour au monde des cascadeurs. Et il est temps de passer au flop de l'année 2024. J'ai vachement moins envie là du coup. En numéro 10, Winnie the Pooh 2. Alors, oui, c'est très mauvais. C'est vraiment très mauvais. Mais, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en 10e position, c'est mieux que le premier. Franchement, c'est même beaucoup mieux que le premier. Je pense que c'est peut-être plus de budget aussi, plus de temps de mettre des choses en place, mais j'ai trouvé vraiment le film largement meilleur que le premier. Même si dans les grandes lignes, c'est prévisible, c'est cliché, c'est vraiment, enfin voilà, tout ce dont on a l'habitude sur du
du slasher movie, hein, parce que finalement c'est du slasher movie. Voilà, on est dans les mêmes clichés, les trucs pensés 1,5 million de fois, mais pas forcément désagréables à regarder. En numéro 9, We Are Zombie. Alors je suis obligé de le mettre dans mon top flop parce que j'ai eu exactement la même impression qu'à la fin du premier Resident Evil avec Mila Jovovich. J'ai l'impression que le film s'arrête là où il devrait commencer. Je trouve qu'on passe très très vite sur la chose et on a juste une petite scène d'action de fin et là où ça devrait vraiment commencer, le film est fini. Donc c'est pour ça que j'étais obligé de le mettre dans mon flop. Sinon le film n'est pas regardable, c'est pas une catastrophe absolue. Vous allez voir que ça va monter dans le top, plus ça va être le cas. Il se regarde encore assez sympathiquement, mais voilà, je suis plus déçu, plus personnellement déçu que d'avoir trouvé le film vraiment mauvais. En numéro 8, Bob Marley, One Love. Alors là, si je suis un grand fan de biopics, d'autant plus quand c'est des biopics musicaux. Bon, après, je suis pas du tout fan de reggae. Bob Marley, j'aime bien quelques morceaux, mais mis à part ça, je trouve le film très plat et très fade. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'il y avait matière à faire un très bon film sur Bob Marley. Et là, ça n'a absolument pas été le cas, en fait. Donc, pareil, grosse déception. En numéro 7, Borderlands. Alors là aussi, en même temps, les mauvaises adaptations de jeux vidéo, je pense que ça y est, on a tous compris. Hein. Mis à part le premier Silent Hill, qui est loin d'être exempt de défauts, clairement, mais qui est de très très loin la meilleure adaptation qu'on ait eue de jeux vidéo, avec la série Last of Us, que personnellement je trouve vraiment excellente aussi, mais là on va rester cinéma. Adaptation cinématographique, Borderlands c'est une catastrophe, encore une fois quoi. En même temps, quand tu te bases sur un jeu qui est ultra... C'est son gameplay en fait, son gameplay qui est ultra jouissif parce que c'est un gameplay qui part dans tous les sens. Ça bourrine, on change d'arme toutes les 2 secondes et on va croiser des personnages très vulgaires, voilà, c'est très gore, c'est très sale Borderlands et c'était évident qu'en voulant adapter Borderlands au cinéma, ils ont voulu faire un film, on va dire, tout public, donc épuré au maximum. Et on passe de Sodome et Gomorrhe à Disneyland. Évident, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vulgarité, à la limite le meilleur personnage du film c'est Claptrap, parce qu'il a ce même genre de réplique que dans le film. En plus, je l'ai vu en VF et c'est la voix VF de Claptrap. Oui, parce que j'ai fait les 3 Borderlands, je les ai fait quoi. Les 2 premiers, je les ai même platinés, donc voilà, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Quand j'avais vu le premier trailer à l'époque, je savais déjà que ça allait pas être bon. Et j'ai quand même été le voir, histoire de... Et ouais, non, c'est une catastrophe, il y a rien de bon, rien de bon. Tout est cliché. On a l'utilisation, bien sûr, ce personnage avec le masque qui, dans les jeux Borderlands, n'est pas un personnage principal. Ça fait partie des méchants. On les voit tous d'ailleurs, mais ils ont été, vu que c'est l'image principale de Borderlands, fallait que ça parle. Allez, vas-y, on va te caler un personnage avec le masque dans la team, comme ça. Enfin, voilà. Borderlands, ça m'a gavé, quoi. Mais pas autant que ceux qui vont arriver dans le top. En numéro 6, The Killer. Que dire sur The Killer? On est encore une fois dans du cliché. Oh mon Dieu! Comment en plus ce film a pu être fait par John Woo? Comment d'ailleurs, comment il a pu accepter qu'un remake fait par lui, un des plus grands chefs-d'œuvre de ce genre de film hongkongais, il ait pu dire oui à ça, quoi. Enfin, oui à ça. Alors, pour la petite information, j'ai des petites infos. Je sais que je connais des gens qui ont participé au tournage et en fait qui ont dit que le film a déjà plus été réalisé par son assistant réel que lui-même. À lui, pioncé sur une chaise au fond, et vu son âge, au pauvre monsieur. Voilà, je pense qu'il y a eu, je pense qu'il s'est, à mon avis, un peu fait avoir. On a dû lui proposer ça, il a dû se dire, vas-y, on va le faire. Et puis, parce que c'est une catastrophe. On a absolument pas du tout l'essence de l'original. Quand je pense au film dont je vais parler plus tard. Voilà, quoi. Non, The Killer, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Ça voulait être ancré dans la société actuelle et c'est complètement loupé. Avec toutes ces idéologies actuelles, et ben voilà, on en fait des films comme ça. Et attendez, vous allez voir ce qui va se passer bientôt. En numéro 5, Madame Web. Ouais. Voilà. Le Sony Marvel Cinematic Universe de mes 2 testicules. Extrêmement mauvais. Alors je vous dis tout de suite, il n'y a pas Venom dans ce top-là parce que j'ai pas encore eu le courage de le regarder. Hein, c'est juste pour ça que vous ne verrez pas Venom dans ce top parce que je pense qu'il y aurait clairement été. Comme d'ailleurs Loup-Garou ou Rebel Moon que j'ai pas vu non plus. Hein. Donc c'est pour ça que vous les verrez pas dans ce top parce que je pense qu'ils auraient été dans ce flop aussi d'ailleurs. Donc Madame Web. Que dire sur Madame Web, c'est des personnages plats. J'aime bien
l'actrice de Dakota, je sais plus comment elle s'appelle, enfin bref. Je trouve qu'elle est très sympathique comme actrice, mais déjà quand on voit le personnage de Madame Web dans le comics, je comprends pas. C'est une dame quand même d'un certain âge dans le comics. Donc là, on a voulu prendre les débuts de Madame Web. Ouais, pourquoi? Parce que c'est plus vendeur que de prendre une personne âgée. Enfin, c'est catastrophique, quoi. Je pensais aussi qu'on allait voir à un moment les autres personnages féminins dans leurs costumes comme... Non, bah non, pourquoi faire? Non, donc voilà, Madame Web. En numéro 4, Imaginary. Oh là là, mais là aussi, quoi. Oh là là, film sur... si ton ami imaginaire, en fait, il n'était pas si imaginaire que ça. Cliché, c'est que des clichés, que des scènes clichés. Il n'y a pas un moment dans le film qui est vraiment effrayant. On veut te poser cette ambiance-là qui est naze au possible. À un moment, on passe dans le monde, en gros, des amis imaginaires où je pense qu'il y avait des possibilités de faire des trucs de dingue. Ça aurait pu être un vrai enfer, en fait, où on aurait pu voir des choses vraiment cool, et en fait, c'est naze, il n'y a rien. C'est sombre, il n'y a pas d'imagination. Imaginary, c'est... Pour un ami imaginaire, l'imagination, c'est clairement ce qui leur a fait défaut pour ce film. En numéro 3, Joker, Folie à 2. Joker, Folie à 2. Il aurait presque pu être en numéro 1, celui-là. Mais vu que le numéro 2 et le numéro 1, pour moi, sont largement pires, je vais le garder comme énorme déception. En fait, j'en suis à un stade où j'arrive même pas à dire si le film est bon ou mauvais. En fait, c'est tellement pas ce que j'attendais. C'est volontaire, hein, par le réel, d'avoir voulu prendre un contre-pied les spectateurs du premier, mais le pari était super risqué, et du coup, le film n'a pas du tout marché, et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Et je trouve le personnage du Joker complètement fade. C'est-à-dire qu'on avait dans ce premier que j'ai trouvé absolument hallucinant, on a une montée sur le personnage qui est absolument exceptionnelle. Et finalement, là, il n'y a rien en fait. C'est très plat, c'est très vague. On attend une montée qui finalement n'arrivera jamais. Pareil, on nous a vendu ça comme une comédie musicale. Je suis désolé, même comme une comédie musicale, c'est complètement loupé en fait. L'utilisation de la musique dans le film est très mauvaise. On aurait pu partir... Oh, putain, Folie à 2, quoi. On aurait pu vraiment partir dans un truc vraiment de grosse folie, et finalement, non. Et puis à chaque fois qu'on a un petit espoir de quelque chose qui peut arriver de cool, en fait, clac, petite claque derrière la tête, et rien, en fait. Rien, fade, on retombe. Et un final de merde. Et quand le film, il se termine, je suis resté là comme un con, genre... ouais, et le film, il commence quand, là? Enfin bref, voilà. Folie à 2, j'ai détesté. En numéro 2... The Crow, The Daube, c'est à croire que les mecs qui ont fait le film, ils ont même pas vu l'original. Parce que je comprends pas. Tu prends tout ce qui faisait le sel de l'original, et tu l'enlèves, et tu laisses le reste. Voilà. Se taper déjà, alors putain, un film de 2 heures, tout ça, pour se taper déjà 25 ou 30 minutes de love story dont on en a absolument rien à foutre. Putain, le premier, pour ceux qui ont vu l'original, vous le savez quoi. L'original démarre, et en fait ça y est, il est mort. Ça y est, il est mort. Et du coup, on apprend ce qui s'est passé avant sa mort par l'intermédiaire de petits morceaux de flashback. On a des petits fragments d'histoire qui nous sont disséminés au fur et à mesure, mais qui arrivent au moment où on a besoin de savoir des choses, et on passe à autre chose. J'en ai à foutre de les voir s'envoyer en l'air pendant 25 minutes. Ah non, non. Et même tout ce qui faisait l'intérêt du film, tout cette histoire de vengeance, elle n'a plus aucun sens. À cause de quelques phrases qui sont dites. Je vous spoil pas, si vous voulez aller voir ça, vous irez le voir par vous-même, à quel point c'est une catastrophe. Mais ce qui fait qu'à aucun moment on peut avoir pas peur pour le personnage, parce que c'est pas qu'on a peur pour lui, mais cette espèce de fatalité qui revenait en permanence dans l'original, là, elle y est pas, en fait, cette fatalité. Non, c'est juste pas possible. Vraiment, The Crow, c'est une des plus grosses catastrophes de cette année, quoi. Celui-là, j'ai hésité de le mettre en numéro 1, mais parce qu'il m'a surtout beaucoup énervé, en fait, ce film. Vous allez voir, celui que j'ai mis en numéro 1, lui, il m'a emmerdé, en fait. Il m'a juste emmerdé. Et donc, pour finir, en numéro 1, Taro, les cartes du mal. Alors là, je ne comprends même pas comment ce film existe. Il n'y a rien dans ce film. Il n'y a rien. On est sur de l'ultra cliché. On peut tout voir arriver, mais des plombes à l'avance. Tellement tout est prévisible dans ce film.
On est sur un film où on se fait pas chier, on n'essaie pas de te poser une ambiance, on va juste claquer un jumpscare toutes les 25 secondes parce que le réal est mauvais. Voilà, le réal est mauvais, ça donne un extrêmement mauvais film. Je crois que c'est vraiment le film cette année où je me suis le plus fait chier. Parce que autant The Crow m'a énervé tout le long du film, et j'ai quand même réussi à tenir jusqu'au bout. Là, ça a été dur de tenir jusqu'au bout, parce que vraiment, déjà, au bout de 20 minutes du film, j'en avais déjà ras le sac. Tellement on voyait tout arriver, on sait qui va mourir, on sait qui... Alors que je pense qu'il y avait aussi quelque chose de bon à faire. Bon, on sent que ça essaye de surfer sur le succès de La Main, qui était vraiment très bon pour le coup. Mais en fait, voilà, pareil, on a enlevé tout ce qui était bon dans La Main et on a gardé tout ce qui est mauvais et on s'est dit, mais c'est bon, ça va être la même chose. Et non, c'est pas la même chose du tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment tout pourri. Et voilà, donc c'est tout pour mon top flop de l'année 2024. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour Je suis fatigué là, pour le référencement, merci. Si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez aussi le bouton rejoindre ou le Tipeee. Et sur ce, on va passer une bonne année 2025. Allez, ciao. This is me, I want you know. I'm a believer, I give you my naked soul.